Question 1. Document l'homme fusée. Le sportif est debout sur une planche équipée d'une pompe. Cette pompe aspire de l'eau et simultanément la rejette en un puissant jet dirigé vers le bas. On nous demande deux choses. Première chose, représente ci-dessous les forces qui agissent entre la pompe P et l'eau éjectée E. Il fallait donc faire deux points, un pour représenter la pompe et un pour représenter l'eau, et faire deux flèches qui allaient dans des sens opposés, tout simplement parce que l'eau allait être éjectée vers le bas et la pompe vers le haut. Nous allons ensuite noter F de E qui agit sur P, donc c'est-à-dire que nous avons une force de l'eau éjectée qui agit sur la pompe, et ensuite F de P qui agit sur E, donc la force de la pompe qui agit sur l'eau. On n'oublie pas de bien mettre une petite flèche sur son F pour montrer qu'il s'agit d'un vecteur. Ensuite, on nous demandait d'écrire le nom du principe physique mis en évidence dans cette situation. Il s'agissait bien évidemment des forces réciproques, étant donné que nous le voyons juste au-dessus sur le schéma. Question 2. Document 1, chute libre. Le 14 octobre 2012, Félix Baumgartner a réussi le plus haut saut en chute libre jamais réalisé, en sautant d'une altitude de 39 km. Sa chute a duré près de 9 minutes. Pour réaliser cet exploit, il s'est entouré d'une équipe de scientifiques responsables de son équipement et de sa santé. Document 2. Équipement d'un parachutiste classique pour un saut à 3000 mètres. Casque, lunettes, montre altimètre, donc pour mesurer l'altitude, combinaison en coton, gants, parachute. Document 3. Évolution de la température moyenne de l'air en fonction de l'altitude. Donc nous avons une colonne avec l'altitude en kilomètres et une colonne avec la température en degrés Celsius. Et on remarque que plus l'altitude augmente, plus la température diminue. On nous demande: pour concevoir l'équipement de Baumgartner, les scientifiques ont dû tenir compte de ces facteurs supplémentaires par rapport à l'équipement d'un parachutiste classique. Cite 3 facteurs. On pouvait mettre ces 3 facteurs-ci. L'oxygène dans l'air, car on sait bien que plus on monte en altitude, plus l'oxygène se raréfie, donc moins il y en a dans l'air. Ensuite, on pouvait parler de la température, car on voyait dans le document 3 que plus l'altitude augmentait, plus la température diminuait. Et enfin, on pouvait parler de la pression, car on sait également que plus l'altitude augmente, plus la pression diminue. Question 3. David fait la vaisselle. Après avoir nettoyé et rincé une tasse à l'eau très chaude, il la retourne immédiatement sur une étagère en verre. Quelques minutes plus tard, il essaye de soulever la tasse, mais il n'y arrive pas. Explique pourquoi il est difficile de soulever la tasse. Nous pouvons noter qu'il y a un refroidissement de l'air, que l'air à l'intérieur de la tasse s'est contracté, les molécules ont donc pris moins de place, et la pression à l'intérieur est donc plus faible que celle à l'extérieur. Question 4. Document 1. Extrait de rapport de laboratoire. Expérience 1. Matériel, 2 plaques chauffantes identiques, 2 récipients identiques, 100 ml d'alcool, 100 ml d'eau et 2 thermomètres identiques. Mode opératoire, verser 100 ml d'alcool à 20 degrés Celsius dans le récipient A, verser 100 ml d'eau à 20 degrés Celsius dans le récipient B, placer le récipient A sur une plaque électrique réglée sur 2, placer le récipient B sur l'autre plaque électrique réglée sur 4, et enfin relever la température après 2 minutes dans chacun des récipients. Schéma de l'expérience. Donc on voit pour le premier schéma donc à gauche qu'on a le récipient A avec de l'alcool et la plaque chauffante qui est réglée sur 2. À droite, on voit le récipient B avec de l'eau et la plaque chauffante qui est réglée sur 4. Constatation, après 2 minutes, l'alcool et l'eau sont à une température de 30 degrés Celsius.
on nous demande de cocher la proposition correcte. Donc il faut choisir quelle proposition est juste. D'abord, on nous dit l'alcool a stocké plus d'énergie thermique que l'eau. Donc si on regarde l'alcool, on voyait que la plaque chauffante était sur 2, tandis que la plaque chauffante pour l'eau était sur 4. Donc ce n'est pas possible que l'alcool ait stocké plus d'énergie thermique, donc ait stocké plus de chaleur. Ce n'est pas possible. Ensuite, l'eau a stocké plus d'énergie thermique que l'alcool. Là par contre, en effet, c'était possible, et c'était bien cette proposition-là qu'il fallait choisir, étant donné que la plaque chauffante pour l'eau était sur 4, tandis que l'autre était sur 2. Ensuite, document 2, expérience de rapport de laboratoire. Expérience 2, matériel, donc c'était la même chose, et le mode opératoire était quasiment le même aussi, sauf que nous avons mis dans le récipient A moins d'eau que dans le récipient B. Il fallait choisir la deuxième proposition, car nous voyons que concernant le récipient B, l'eau est chauffée à 4 pour la plaque chauffante, tandis que pour le récipient A, l'eau est chauffée à 2. Nous savons que l'eau des deux récipients est à 30 degrés après 2 minutes, donc elle a la même température, mais celle qui aura stocké le plus d'énergie thermique est bien celle du récipient B, étant donné que la plaque chauffante était réglée sur 4 et non sur 2. Ensuite, on nous demande de citer 2 variables qui influencent la quantité d'énergie thermique stockée par les liquides pour les 2 expériences. Donc les 2 choses qui pouvaient faire en sorte que la chaleur stockée par les liquides varie. Nous avions tout d'abord la quantité des substances. Ici, on le voyait très bien dans l'expérience 2. On avait moins d'eau dans le récipient A que dans le récipient B. Et ensuite, on avait aussi les réglages de la plaque chauffante, donc qui étaient soit sur 2, soit sur 4. Question 5. Un artisan récupère les plombs usagés d'un stand de tir à la carabine pour fabriquer des plombs de pêche. Pour ce faire, il place les plombs usagés dans un récipient résistant à la chaleur pour les faire fondre. Voici dans le désordre les schémas des différents moments de cette manipulation. On a une légende où on a la représentation du plomb solide et du plomb liquide. On nous demande « Entoure la lettre correspondant à chaque moment de la manipulation ». Donc pour le début de la manipulation, il fallait choisir le D, car on voyait que nous avions uniquement du plomb solide. Après 5 minutes, il fallait choisir le A. On voyait qu'il y avait et du plomb solide et du plomb liquide, mais pas encore énormément de plomb liquide. On venait à peine de commencer à faire fondre le plomb. Après 10 minutes, il fallait choisir le C, car là on voyait qu'on avait davantage de plomb liquide, donc nous avions fait fondre le plomb depuis plus longtemps. Et enfin, pour la dernière, il fallait choisir le B, car on remarquait que tout le plomb était devenu liquide. Nomme le changement d'état observé. Il s'agissait de la fusion, étant donné que nous avons fait fondre le plomb. Il est passé de l'état solide à l'état liquide, avec un apport de chaleur, donc il s'agit bien de la fusion. Ensuite, 2 des 4 récipients schématisés sont à la même température, indique la lettre qui correspond à chacun de ces récipients. Pour le A et le C, nous avons une température intermédiaire, car nous remarquons que nous avons et du plomb solide et du plomb liquide, tandis que concernant le B et le D, nous avions soit du plomb totalement liquide, soit du plomb totalement solide. Donc il fallait bien choisir A et C. Précise les 2 rôles de la chaleur fournie par la flamme dans la manipulation. Donc à quoi nous servait la flamme ? La flamme pouvait servir à permettre le changement d'état, donc faire fondre le plomb, et ensuite augmenter la température. Après, on nous demandait de cocher le graphique dont l'allure générale correspond à la manipulation. Donc c'est-à-dire que nous avons au départ une température qui est faible, qui commence à augmenter de plus en plus. Nous avons dit que pour les représentations A et C, la température était la même, donc nous allons avoir la présence d'un palier, et puis ensuite la température va encore continuer à augmenter. Il fallait donc choisir le graphique 3, car on remarquait qu'il y avait bien l'augmentation de température et la présence d'un palier.
En répondant à la question où il fallait cocher le graphique, on pouvait en même temps répondre à celle du dessous qui nous demandait de citer les deux éléments qui déterminaient notre choix. Question 6. Lors d'un échange interscolaire, donc entre écoles, des élèves de Bruxelles, altitude 13 mètres, et de La Paz, ville de Bolivie, altitude 3600 mètres, réalisent un travail commun portant sur la composition de l'air. Des mesures ont été prises le 17 novembre 2016 pour analyser l'air dans différents endroits à la même température. Une cour de récréation à Bruxelles, une cour de récréation à La Paz, donc en Bolivie, et une classe de l'école de Bruxelles en fin de journée. Voici les résultats de leurs mesures. Donc nous avons la composition de l'air, donc on nous montre la quantité d'oxygène, de gaz carbonique, d'azote et d'autres gaz, et nous avons aussi les valeurs pour la pression atmosphérique moyenne. Je rappelle que la pression atmosphérique est la pression de l'air. On demande tout d'abord de compléter la première colonne du tableau. Pour pouvoir compléter cette première colonne, nous allons nous intéresser à la dernière colonne, où on nous montre la pression atmosphérique. On remarque que nous avons deux pressions atmosphériques qui sont les mêmes et une pression atmosphérique qui est inférieure. Comme on nous parle deux fois de l'école à Bruxelles, nous pouvons nous rendre compte que les deux premières cases de la première colonne correspondent donc à l'école de Bruxelles. Maintenant, il nous reste à choisir quelle case correspond à la cour de récréation et quelle case correspond à la classe d'école. Pour cela, nous pouvions aller voir dans la colonne gaz carbonique. On se rendait compte que dans la colonne gaz carbonique, il y avait une valeur de 2% pour la deuxième ligne. La deuxième ligne correspondait donc à une classe de l'école de Bruxelles en fin de journée, tandis que la première correspondait à la cour de récréation à Bruxelles. Pourquoi cela? Tout simplement parce que les élèves qui se trouvent dans la classe vont rejeter du gaz carbonique pendant toute la journée, et donc en fin de journée, nous aurons une plus grande quantité de gaz carbonique dans l'air. Pour la dernière case, il fallait donc mettre cours de récré à La Paz, nous n'avions pas le choix et nous pouvions justifier cela car pour la pression atmosphérique moyenne, la valeur était de 625, donc était plus faible que la pression pour les deux autres. Cela est logique car La Paz est une ville de Bolivie située à une altitude de 3600 mètres, altitude qui est supérieure à celle de Bruxelles qui est de 13 mètres. Donc on sait bien que quand l'altitude augmente, la pression diminue. Il fallait donc mettre cours de récré à La Paz. Après, on nous demandait de justifier notre choix. Nous l'avons déjà fait oralement, donc pour la cour de récréation, on pouvait mettre que la pression diminue quand l'altitude augmente. Et pour la classe de l'école de Bruxelles en fin de journée, on pouvait mettre que comme les élèves ont respiré toute la journée dans la classe, il y a plus de dioxyde de carbone qu'en début de journée. Question 7. Coche les cases correspondant au circuit dont la lampe ne s'allume pas. Nous avions donc 4 schémas et une légende qui nous montre le conducteur électrique et l'isolant électrique. Donc pour le schéma 1, nous avions un isolant électrique. Ça voulait donc dire que si nous avons un isolant, le courant ne peut pas passer, donc si le courant ne passe pas, la lampe ne s'allume pas. Il fallait cocher le schéma 1. Ensuite, le schéma 2, nous avons un conducteur électrique, nous avons un interrupteur qui est ouvert. Si l'interrupteur est ouvert, le courant ne peut pas non plus passer, donc il fallait aussi cocher le schéma 2. Au niveau du schéma 3, nous avions encore une fois la présence d'un isolant électrique, le courant ne pouvait donc pas passer et il fallait aussi cocher ce schéma-là. Et le schéma 4 était correct, lui, nous avions bien un conducteur électrique, une lampe, une pile et un interrupteur qui était fermé, le courant pouvait donc circuler. Question 8. Document. Réseau trophique dans un milieu marin. On nous demande, comme première question, de citer 2 prédateurs de l'huître présents dans ce réseau trophique. On pouvait mettre l'étoile de mer et la dorade. Il y avait d'autres possibilités. Il y avait aussi l'huîtrier pie ou le bigorneau. Mais ici, on en demandait simplement 2.
Ensuite, on nous demande d'écrire une chaîne alimentaire à 6 maillons à partir de ce réseau trophique. Nous avions le plancton végétal qui est mangé par l'huître, qui est mangé par l'étoile de mer, qui est mangé par le crabe, qui est mangé par le flétan et qui est mangé par le requin. Ensuite, nomme un être vivant permettant dans ce document d'affirmer qu'il s'agit d'un réseau trophique. Rappelons d'abord la définition d'un réseau trophique. Un réseau trophique est un ensemble de plusieurs chaînes alimentaires ayant au moins un maillon commun. On nous demande de citer un être vivant qui permet dans ce document d'affirmer qu'il s'agit d'un réseau trophique. Il faut donc citer un maillon commun aux différentes chaînes alimentaires, l'huître, le crabe, le bigorneau ou l'étoile de mer. En effet, l'huître faisait partie de plusieurs chaînes alimentaires, donc était un maillon commun. Donc par exemple, elle faisait partie de la chaîne alimentaire plancton, huître, étoile de mer, crabe, loutre de mer. Mais elle faisait aussi partie d'autres chaînes alimentaires, comme par exemple plancton végétal, huître, bigorneau perceur, pourpre. Le crabe, lui, faisait aussi partie de plusieurs chaînes alimentaires, donc on avait par exemple plancton animal, huître, étoile de mer, crabe, loutre de mer, et une deuxième, plancton animal, huître, étoile de mer, crabe, flétan, requin. Donc c'est la même chose concernant le bigorneau et l'étoile de mer. Il fallait donc, pour justifier notre choix, bien noter que c'était un maillon commun à plusieurs chaînes alimentaires. Question 9. Document reproduction de l'huître creuse. Chez l'huître creuse, la reproduction est sexuée. La rencontre entre les cellules sexuelles mâles et femelles a lieu dans la mer. L'éclosion des œufs donne naissance à de minuscules larves. Celles-ci subissent plusieurs transformations avant de devenir adultes. L'huître peut grandir pendant plus de 2 ans avant d'être récoltée. On demandait de faire le schéma du cycle de vie de l'huître creuse. Il fallait donc représenter tout d'abord l'huître mâle et l'huître femelle. Et il fallait montrer que l'huître mâle allait produire des spermatozoïdes et l'huître femelle des ovules, que ces deux cellules sexuelles allaient fusionner. On allait donc parler de fécondation. Que cette fécondation allait donner naissance à des œufs, qui allaient donner des larves, et ces larves, en se développant, seraient devenues soit des huîtres femelles, soit des huîtres mâles. On nous demandait aussi de placer le terme fécondation au bon endroit sur le schéma, donc nous l'avons bien mis ici. Question 10. Document la reproduction des huîtres. Huître plate. L'huître mâle répand ses spermatozoïdes dans l'eau. De son côté, l'huître femelle conserve ses ovules dans une poche interne. En filtrant l'eau, l'huître retient des spermatozoïdes qui vont féconder les ovules. Les larves sorties des œufs sont expulsées hors de l'huître au bout d'une dizaine de jours. 60 à 90% des œufs atteindront le stade larve. Huître creuse. Les mâles et les femelles expulsent leurs cellules reproductrices. La fécondation a donc lieu dans le milieu marin. Au gré des courants, une très faible partie des œufs donne naissance à des larves. 20 à 50% des œufs atteindront le stade larve. On nous demande d'émettre une hypothèse sur la différence des pourcentages d'œufs des deux sortes d'huîtres qui atteignent le stade larve. Il y avait plusieurs possibilités. On pouvait mettre par exemple une différence au niveau de la protection parentale, ou au niveau de la température de l'eau, ou encore au niveau du nombre de cycles de reproduction, de la qualité de l'eau, de la nourriture qui peut être plus ou moins abondante, et de la présence d'un plus grand nombre de prédateurs. Question 11. Document 1. La disparition des palourdes de l'étang de Thau. Depuis 5 ans, le nombre de palourdes, coquillages récoltés dans l'étang de Thau, diminue d'année en année. Il faut maintenant 5 heures pour en récolter seulement 3 kg. Certains pêcheurs ont perdu en 5 ans jusqu'à 70% de leurs revenus. Dans les zones de l'étang où l'algue Dictyota est abondante, les palourdes ont pratiquement disparu. Des scientifiques ont entamé un programme de recherche à la fois sur les palourdes et sur leur environnement
pour tenter d'identifier les causes de la disparition de ces coquillages. Document 2, un mollusque, la palourde. La palourde vit presque constamment enfouie dans le sable marin. Une circulation d'eau de mer est assurée par 2 siphons présents sur le corps de l'animal. Cette circulation fournit à la palourde des particules alimentaires et de l'oxygène, puis emporte les déchets et le dioxyde de carbone. On nous demande de cocher pour chaque proposition s'il s'agit d'un fait, d'une hypothèse ou d'un jugement de valeur. Nous avions donc toutes les propositions qui étaient indiquées et il fallait cocher la bonne case à chaque fois. Première proposition, les palourdes de l'étang de Thau sont les meilleures. Il s'agissait d'un jugement de valeur. En effet, ici, c'est juste un avis. On pense que ce sont les meilleures, les plus agréables à manger. Ensuite, la présence des algues augmente la température de l'eau. Il s'agissait ici d'une hypothèse. Ensuite, les algues empêchent les palourdes de respirer. Il s'agit également d'une hypothèse. On pense que les palourdes ne peuvent plus respirer à cause des algues. Les palourdes ne se reproduisent plus. Il s'agissait également d'une hypothèse qui pourrait expliquer pourquoi il est plus compliqué d'avoir des palourdes maintenant. Il s'agit aussi d'une hypothèse qui explique pourquoi il pourrait être plus compliqué d'obtenir des palourdes maintenant. Les pêcheurs gagnent moins d'argent. Il s'agissait d'un fait. On pouvait voir dans le texte du document 1 qu'il était indiqué que certains pêcheurs ont perdu en 5 ans jusqu'à 70% de leurs revenus. Proposition suivante. Il y a quelques années, un pêcheur pouvait récolter 3 kg de palourdes en moins de 5 heures. Il s'agissait d'un fait. Il était indiqué également dans le texte du document 1 qu'il fallait maintenant 5 heures pour en récolter seulement 3 kg. Cela veut dire qu'avant, il fallait moins de 5 heures pour récolter 3 kg. Et dernière proposition, les algues transmettent un virus mortel aux palourdes. Il s'agissait d'une hypothèse qui pourrait expliquer encore une fois pourquoi il y a moins de palourdes. Question 12. Asma adore les poissons très colorés. Elle a reçu pour son anniversaire un aquarium d'eau de mer. Elle prépare l'aquarium et règle la température sur 26 degrés Celsius. 2 semaines plus tard, ses copines lui offrent quelques animaux pour peupler son aquarium. Nous avons donc le document 1 qui représente l'aquarium d'Asma, le document 2 qui est un graphique représentant la quantité d'oxygène dissous dans l'eau de mer en fonction de la température de l'eau, et le document 3 qui est un tableau descriptif des animaux aquatiques reçus par Asma. On nous dit qu'après quelques jours, le dragonnet et les néons bleus sont morts et une des anémones a disparu. On nous demande de déterminer la cause de la mort ou de la disparition de ces animaux. Nous allons d'abord nous intéresser au dragonnet. Nous voyons dans le document 3 que le dragonnet est un animal qui vit dans l'eau de mer, qu'il a un besoin en oxygène de plus de 12 mg par litre dans l'eau et qu'il mange des crustacés. Nous pouvions donc trouver que pour le dragonnet, il s'agissait probablement d'un manque d'oxygène dans l'eau, car si on regarde sur le graphique, comme nous savons qu'Asma a réglé la température de l'aquarium sur 26 degrés, si on regarde la quantité d'oxygène dissous quand nous avons une température de 26 degrés, on peut voir que c'est un petit peu inférieur à 8 mg par litre. C'est donc trop peu pour le dragonnet qui a besoin de plus de 12 mg par litre. Ensuite, en ce qui concerne les néons bleus, si on regarde dans le document 3, on se rend compte qu'ils vivent en eau douce, qu'il leur faut 7 à 9 mg d'oxygène par litre d'eau et qu'ils mangent des daphnies. Au niveau des néons bleus, nous pouvions donc dire que le problème était qu'ils vivaient dans l'eau douce. Donc ici, nous avons un aquarium d'eau de mer. En y mettant des animaux qui vivent d'habitude dans l'eau douce, ça va leur poser des problèmes.
Et enfin, concernant l'anémone, donc si on regarde dans le document 3, on voyait que c'était un animal qui vivait dans l'eau de mer, qu'il lui fallait 6 à 8 mg d'oxygène par litre d'eau et qu'il se nourrissait de déchets animaux. Le problème ici concernant l'anémone était qu'elle était mangée par la crevette, car si on regarde juste au-dessus, on se rend compte que la crevette mange des anémones. Question suivante. Sylvain, un ami d'Asma, veut élever des dragonnets. Donne-lui un conseil concernant la température de l'eau. Donc pour les dragonnets, nous voyons dans le document 3 qu'il nous faut plus de 12 mg d'oxygène par litre d'eau. Si on regarde dans le graphique, quand est-ce qu'on a de l'oxygène dissous qui est à 12 mg ou plus, on remarque que c'est entre 0 et 5 degrés Celsius. Donc si Sylvain veut élever des dragonnets, il faut qu'il choisisse une température de l'eau comprise entre 0 et 5 degrés Celsius. Donc pour le raisonnement, c'est ce qu'on vient de dire. Il faut plus de 12 mg par litre d'oxygène dissous. La température doit être comprise donc entre 0 et 5 degrés Celsius. Question 13. Document échange gazeux en milieu marin. Donc nous avions ici un tableau avec plusieurs animaux, leur milieu de vie, le milieu dans lequel les échanges gazeux se produisent et les organes d'échange gazeux. On avait un tri classé à faire. On nous demande de trier les différents animaux selon leurs organes respiratoires. Donc on voyait que dans la première petite étiquette, nous avions comme critère les organes d'échange gazeux, c'est-à-dire la dernière colonne du tableau. Donc quand on regarde la dernière colonne du tableau, on se rend compte que certains animaux ont des poumons et que d'autres ont des branchies. Quand on regarde la petite étiquette, on sait bien que nous devons choisir une caractéristique, c'est-à-dire une question à laquelle nous allons pouvoir répondre par oui ou par non. Et quand nous allons répondre oui à cette question, nous aurons la baleine. Nous pouvions donc mettre comme caractéristique « L'animal a-t-il des poumons ?» Car quand nous répondons oui à cette question, nous pouvons y placer la baleine, car la baleine a bien des poumons. Quel autre animal avait également des poumons? Nous avions la loutre de mer. Tous les autres avaient des branchies, donc on pouvait les mettre dans la case non. Donc le crabe, l'étoile de mer, l'huître et la dorade. Ensuite, nous avions une deuxième étiquette pour départager tous ces animaux-là. Nous allions choisir comme critère le type de branchie. Nous voyons que dans la dernière colonne du tableau, certains ont des branchies internes ou externes. Donc comme caractéristique, nous allions mettre comme question « Les branchies sont-elles à l'intérieur du corps ?» Par exemple, on pouvait mettre aussi « Les branchies sont-elles à l'extérieur du corps ?» mais alors les réponses allaient être inversées. Si on répond oui à cette question, il faut donc noter quels animaux ont des branchies à l'intérieur du corps, donc ont des branchies internes. On avait le crabe, l'huître et la dorade. Et pour le non, on avait l'étoile de mer, car quand on regarde, l'étoile de mer a bien des branchies externes. Question 14. Document. Comportement alimentaire de la seiche. La seiche est un animal marin qui se nourrit essentiellement de poissons, de crustacés et de mollusques. Lorsqu'elle chasse, sa peau prend la couleur du milieu dans lequel elle se trouve. Son excellente vue lui permet de repérer ses proies et ensuite de les saisir grâce à 2 longs tentacules munis de ventouses. Elle amène la proie à la bouche et la paralyse grâce à la salive toxique qu'elle produit. Les mâchoires de la seiche sont capables de briser la carapace des crustacés. La langue rugueuse fonctionne comme une râpe. Elle réduit ainsi les morceaux de chair en très petits fragments qui sont avalés. On nous demandait de compléter le tableau suivant qui résume la technique de chasse de la seiche. Donc nous avions dans la première colonne l'étape de la technique de chasse. Dans la deuxième, le comportement observable. Et dans la troisième, l'organe permettant le comportement. Donc en ce qui concerne l'attente, on pouvait noter comme comportement observable le camouflage et comme organe permettant le comportement la peau. En effet, il était bien noté dans le texte que lorsqu'elle chasse, sa peau prend la couleur du milieu dans lequel elle se trouve. Elle se camoufle donc. Ensuite, en ce qui concerne la capture, comme comportement, nous pouvions noter qu'elle attrapait ses proies, et comme organe, qu'il s'agit des tentacules.
Car si on regarde encore une fois dans le document, il était bien indiqué que son excellente vue lui permet de repérer ses proies et ensuite de les saisir grâce à 2 longs tentacules munis de ventouses. Pour la mise à mort, nous avions d'abord l'injection de salive toxique, donc de venin, qui était donc produit par les glandes salivaires ou la bouche. Dans le texte, il était mis « Elle amène la proie à la bouche et la paralyse grâce à la salive toxique qu'elle produit ». Et ensuite, comme deuxième comportement observable pour la mise à mort, on pouvait mettre le broyage et le découpage. Et pour l'organe permettant le comportement, la langue ou la bouche ou la mâchoire. Vous pouvez noter cela aussi, c'était correct. Nous pouvions trouver ces informations dans le dernier paragraphe du document. Question 15. Une femme enceinte modifie son régime alimentaire sur les conseils de son gynécologue. Elle décide d'adapter ses repas en mangeant plus de poissons. Cet aliment favorise le bon développement de son fœtus, donc de son bébé. Il fallait détailler le trajet et les transformations subies par les aliments depuis la bouche de la maman jusqu'au fœtus. Nous pouvions donc noter que les aliments vont passer par l'estomac et par l'intestin grêle, que les nutriments vont passer dans le sang au niveau de l'intestin grêle, et la digestion va donc continuer. Ici, on ne détaille pas plus que ça la digestion. Les nutriments vont être transportés par le sang de la maman, et les nutriments du sang maternel, donc de la maman, vont passer vers le sang du fœtus, donc du bébé, à travers le placenta.